Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Éclairage, plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. À l'heure de cet enregistrement, c'est en pleine discussion à l'Assemblée nationale. Si vous êtes un tant soit peu croyant, un peu religieux, quelle que soit la religion aujourd'hui en France, vous n'avez pas pu passer à côté de ce projet de loi. Attention, le terme est assez long. Ex-loi contre les ou le séparatisme, le projet de loi confortant le respect des principes de la République. C'est la thématique de notre émission Éclairage aujourd'hui. Bonjour à notre audience et bonjour à toute l'équipe. Bonjour à tous. Yes. Alors. Waouh. À l'origine, loi plutôt faite en réaction à des attentats par des islamistes. Du coup, toutes les religions et toutes les croyances seraient-ils mis dans un même sac ? Serions-nous, nous, c'est les religions de France, des victimes collatérales ? Y a-t-il un problème avec la religion en France ? Après tout, certains disent, mais nous sommes, nous, de bons républicains. Qu'est-ce qu'on vient nous gonfler avec ce projet de loi confortant le respect des principes de la République ? Ah, désolé, j'ai un SMS. Philippe, tu as une grande gueule au micro, mais est-ce que toi, t'es un bon républicain au moins ? Waouh ! Bah oui, je trouve vachement... La nouveauté, tu viens de mettre le masque. Exact. Non, ça c'est dégueulasse, c'est un coup bas. Bref, je trouve les gens hyper agressifs, franchement, ces derniers temps. Alors, une fois n'est pas coutume, dans le vif du sujet, je souhaite prendre un paragraphe du préambule de ce projet de loi et je vous poserai la question, justement, toute l'équipe... Comment ça résonne en quelques mots par rapport à ce préambule. Attention, je cite, moi je trouve que ça cogne. Un entrisme, déjà le terme entrisme, ça veut dire entre nous, un entrisme communautariste insidieux mais puissant, vous avez raison, ça ne s'arrête pas de tomber ce truc, mais puissant, gangrène lentement les fondements de notre société dans certains territoires. Je répète parce que là, je suis perturbé. Un entrisme communautariste, insidieux mais puissant, gangrène lentement les fondements de notre société dans certains territoires. C'est pas moi qui parle, c'est le préambule du projet de loi. Cet entrisme est pour l'essentiel d'inspiration islamiste. Il est la manifestation d'un projet politique, conscient, théorisé, politico-religieux, dont l'ambition est de faire prévaloir des normes religieuses sur la loi commune que nous nous sommes librement données. Et je vais arrêter là mon extrait. Il enclenche une dynamique séparatiste qui vise à la division. Vous retrouvez ça, donc c'est un extrait du préambule du projet de loi qui est en cours de discussion à l'Assemblée nationale. Premier tour de table. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous écoutez, quand vous avez lu peut-être ce préambule ? Voilà, c'est parti. Et ensuite, on donnera la parole à David pour le rappel des faits et des contextes. Je guette dans vos regards et voilà, j'ai un premier appel du pied. Oui, parce que c'est avec le pied qu'on se touche aujourd'hui. Thierry. J'en avais pas connaissance. Je trouve que c'est des mots forts, très forts, quand j'entends gangrène. Alors pas forcément entrisme, je suis pas forcément commun à ce mot, mais gangrène par exemple. Et pour moi, ça m'évoque que à la base, c'était un autre nom de projet de loi qui a migré vers quelque chose d'autre aussi, et que j'ai l'impression qu'on mélange énormément de choses, donc un peu choqué par les mots, et ça renforce cet état d'esprit de confusion un peu général que je vois dans ce projet de loi. Ok Thierry, merci pour cette première réaction. Anita ? Eh bien, la manière dont tu l'as dit, alors je n'y avais pas pensé du tout alors que je l'avais lu, ça m'a fait penser en fait à notre hymne national, la Marseillaise, où il y a un côté guerrier et où il nous faut faire couler, soi-disant, un sang impur dans les sillons. Voilà, il y a quelque chose tout d'un coup qui a résonné en moi, ce côté peut-être coq gaulois, guerrier du français. Ok, alors c'était Anita, pour ceux qui n'auraient pas reconnu son côté un peu chelou. Allez, Marc, et ensuite David pour une première action par rapport à ce préambule. Que dire ? On met en avant la réalité d'un islam lié à des orientations politiques qui seraient portées à l'intérieur de l'islam et qui seraient d'une certaine manière contre la République et contre la France. Je crois que c'est toute l'ambiguïté. C'est dans le désir, c'est d'essayer d'aller au-delà. Il n'y a pas que l'islam qui est focalisé. Oui, mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis, je mettrai en rapport tout de suite avec la deuxième volonté d'Emmanuel Macron, c'est
l'élaboration et l'essai de vote de la charte des principes de l'islam. Ouais. Parce que je crois que les choses sont à raccrocher. Oui, tout à fait. Et puis David, pour terminer son oui, je pense que c'est très sérieux. L'avertissement est très sérieux, je pense, du législateur, enfin du gouvernement. C'est qu'il y a vraiment l'identification d'une vraie menace et un vrai avertissement que, d'une certaine façon, si la communauté musulmane n'arrive pas à régler son problème, la République le réglera pour elle d'une façon plus violente. Enfin, je pense qu'il y a vraiment quelque chose. On verra d'ailleurs que le Conseil musulman, français du culte musulman CFCM, a été impliqué aussi dans cette mobilisation générale contre cette dérive radicaliste. Ok. Et alors, me concernant, moi qui trouve toujours qu'on est un peu prudent dans les mots, en politique, etc., franchement, moi, ce préambule, je le trouve très, très bien écrit. Alors, c'est vrai, très solennel et un peu violent. Mais moi, je le trouve bien écrit et représente absolument complètement ce que je pense. Du coup, on va voir au cours de cette émission, pour nous et pour notre audience, est-ce que nous avons des raisons d'être inquiets, que nous soyons de confession musulmane ou d'autres religions en France ? Est-ce que nous avons des raisons d'être sceptiques, peut-être ? Fallait-il encore une loi ? Est-ce qu'elle ne va pas accoucher d'une souris ? Eh bien, c'est une bonne occasion de se faire une opinion sur ce sujet. Et on démarre tout de suite avec le rappel des faits et des contextes. David. Oui, alors c'est dommage, j'avais plus la petite musique l'année dernière, je l'aimais bien, elle était bien péchue, mais je désolé. vais rester péchu. Donc le 18 janvier, il y a eu cette présentation du projet de loi, donc qui ne s'appelle plus sur le séparatisme, mais sur le respect des principes de la République, présenté devant le Parlement, avec cette phrase aussi effectivement très importante sur l'identification d'un entrisme communautariste qui serait insidieux, qui gangrènerait les fondements de notre société. L'objectif donc de cette loi est clair, se doter d'un arsenal nouveau pour lutter contre le radicalisme, la dérive communautaire et les attentats islamistes. Cela faisait plusieurs mois qu'Emmanuel Macron communiquait sur le thème du séparatisme islamique. Et le 2 octobre, donc, il avait fait un discours à Muro en lançant plusieurs thèmes, en particulier la neutralité dans le service public et la question de la scolarisation qui avait déjà fait grincer pas mal de dents. Et 2 semaines plus tard, Samuel Paty était égorgé pour avoir animé une réflexion sur la laïcité, et après que des réactions indignées sur les réseaux sociaux soient tombées dans l'oreille d'un fou de Dieu. Donc la loi qui est présentée ce mois-ci montre une volonté de contrôle certaine de ce qui se passe dans les lieux de culte musulmans. Alors, ces contrôles, il y en a plusieurs qui sont proposés dans la loi. Le contrôle des associations, avec des subventions conditionnées à une bonne conduite, une dissolution plus facile, une limitation des dons étrangers, un dispositif anti-putsch. Il y a un contrôle des personnes, avec un nouveau délit de haine en ligne, directement inspiré par l'attentat récent, pour la mise en danger de la vie d'autrui par diffusion d'informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne, permettant de l'identifier ou de la localiser. Donc on va dire de l'appel au meurtre en fait, ou de la délation. Oui, ou permettant d'identifier quelqu'un pour que quelqu'un d'autre peut-être, si j'ai bien compris. Voilà, en tout cas de la mise en danger des personnes. Ouais. Mais aussi donc un fichier des auteurs d'infractions terroristes qui a été élargi. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter qu'il y a accompagné à ça un décret dans le cadre de la loi sur la sécurité globale qui rajoute dans ses fiches des informations sur les convictions religieuses ou politiques, même les antécédents psychiatriques, et qui en plus est accessible très facilement aux policiers. Il y a aussi le contrôle des pratiques conjugales, donc avec un nouvel arsenal juridique contre les certificats de virginité, la polygamie, les mariages forcés. Il y a le contrôle de la neutralité du service public avec une étrange notion de carence républicaine qui permet au préfet de suspendre des décisions des collectivités qui ne seraient pas assez neutres. Et il y a encore donc un contrôle de l'éducation avec une limitation de la scolarisation à domicile qui passe d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation. La volonté est claire, semble-t-il, ne plus céder de terrain face au radicalisme et entamer dans la communauté musulmane un mouvement de réforme et je dirais un mouvement de séparatisme avec le séparatisme. Évidemment, le texte n'est pas exclusivement... Il n'a pas pu s'empêcher. C'est bien, David. C'est couper les cheveux en quatre, ça. Évidemment, le texte n'est pas exclusivement destiné à la religion musulmane. Cela ne serait pas possible, juridiquement. Mais cela fait grincer d'ailleurs les autres dénominations religieuses qui estiment, comme le dit un responsable juif, d'être une victime collatérale de cette loi pour lutter contre l'islamisme radical en renforçant le contrôle sur la scolarisation où il y a des spécificités principalement chez les juifs. Plusieurs parlementaires de la majorité, eux, par contre, veulent aller plus loin encore en proposant des amendements sur le port du voile des fillettes ou le port du voile des collaborateurs occasionnels, c'est-à-dire les mamans aux sorties scolaires. Tout à fait. Et on note donc le jour même
le Conseil français du culte musulman a publié la charte des principes de l'islam pour appuyer encore et d'une certaine façon se soumettre à cette injonction de s'intégrer dans la République. Et 6 des 9 fédérations qui la composent l'ont signé. Il y a des fortes résistances sur les 3 dernières. Alors David, je vais vous dire la vérité, il me gonfle parce que moi je guettais un éventuel trou dans sa raquette pour que je puisse compléter les faits et contextes, mais franchement c'est hyper complet, bravo. Mais Marc a tout de suite quelque Rien chose à à dire, là. Un petit point qui Yes. me semble pas négligeable, Marc, c'est le contrôle des propos qui peuvent être tenus dans une enceinte de culte, Ah oui. avec Ouais. la capacité de pouvoir intervenir, ce Ouais. qui n'était pas Oui, c'est jusqu'alors possible. Oui, exact. ouais, ce qui veut dire qu'à un moment donné, c'est plus juste les comportements répréhensibles par, à mon avis, les lois actuelles qui seraient sanctionnés, mais des propos qui conduiraient peut-être à les encourager ou à les favoriser. C'est ça qui peut ok. être qualifié de C'est-à-dire, haineux et autres. on voit bien pour aller que Marc, au cœur des mosquées aujourd'hui, il y a des propos de haine qui peuvent être tenus et c'est ça qui est focalisé. Mais derrière, et on le voit, et c'est l'inquiétude de certaines églises, en particulier évangéliques, c'est de dire des propos que l'on pourrait tenir et qui ne seraient pas acceptés par cette définition des principes de la République. Parce qu'on est au cœur de cela. Tout à fait. On est en train de définir qu'est-ce que sont les principes de la République. Et ce n'est pas obligatoirement si clair que cela. Et donc, c'est de se dire, ça peut être suivant conceptuel les un peu, propos oui. qui pourraient être tenus et qui ne seraient à l'encontre du principe de la République, donc d'une certaine manière, d'une vision de la laïcité, on pourrait être condamné. Voilà, ça peut faire du chemin. Ok. Est-ce qu'on a des précisions sur... David, tu as terminé avec ça et je trouvais très intéressant que tu zappes pas cet aspect que Marc a rappelé tout à l'heure sur parallèlement la signature de la charte qui manifestement est relativement facile pour certaines organisations représentant l'islam en France et pour d'autres, ça coince actuellement. C'est bien ce que tu as dit, hein, il y en a 6 sur 9, c'est ça que tu as dit, je Oui, crois. c'est ça, avec plusieurs articles, dont un qui coince, qui porte sur la question de la notion d'islam politique. C'est-à-dire, Ouais. le texte se mobilise vraiment contre l'islam politique. Et ça fait grincer les dents, principalement la fédération turque. Ouais. Bah, c'est ce qui est visé, hein, remarquez, moi, je trouve dans le projet de loi, c'est bien l'islam politique. Ce que dit David est important parce que ça nous Merci, concerne dans David. le mode de fonctionnement Marc. de la famille islamique en Alsace, c'est qu'effectivement, bon, on le sait tous, il y a des séparatismes très très forts et des incapacités de dialoguer entre les familles islamiques, et c'est bien de ça qui gêne, c'est comment construire ensemble. Et ici en Alsace, les positions des familles turques, enfin des familles islamiques turques, est très dure et totalement à l'encontre de la charte. Oh. Ok, et ouais, là tu parles de l'Alsace parce que c'est une région que tu connais plus particulièrement. Oui, puis que c'est l'originalité aussi liée aux enjeux du Concordat, des Ah, positionnements des familles religieuses. Ok, très bien. Donc tout le monde n'a pas pu, enfin personne n'a pu zapper effectivement un des dommages potentiellement collatéraux, dommages pour ceux qui sont contre effectivement de l'instruction à la maison, quoi. Parce que c'est très répandu, bien sûr, chez les musulmans, c'est très répandu chez les juifs, David, tu le disais. Je pense aussi dans les milieux catholiques, chez les évangéliques, avec toutes les écoles hors contrat. Hein, bon, c'est pas tout à fait le thème de l'émission, mais c'est vrai que c'est très, très lié. Une idée sur la question, fait et contexte par rapport à tous ces dommages collatéraux éventuels, Thierry? Ben, sur cette question de la scolarisation, Parce que je vois qu'il a à nouveau bien préparé l'émission. Il se dit, il faut surtout pas que je fasse juste une première bonne impression, il faut que je fasse une deuxième bonne impression. J'espère que ça s'inscrit sur la durée. Mais oui, bien sûr. Alors, je t'encourage. Il est tout Thierry. simplement bon, en fait. Non, ce que... Peut-être qu'il est tout simplement Merci. bon, voire talentueux, mais ça, le temps le jugera. Avec ça, t'as pas le stress pour parler Mais maintenant. non, attends, Aucun problème. Ce que je trouve intéressant par Thierry. rapport à l'instruction des enfants, alors moi j'ai pas d'enfants, donc j'ai du mal à m'imaginer ce que ça peut être. Par contre, ce qui est intéressant, c'est là se placer, j'ai lu pas mal de choses par rapport à ça, par rapport à la Déclaration universelle des droits de l'homme, où un des premiers articles de cette déclaration confère aux parents le droit et la liberté de donner, c'est pas les termes exacts, désolé, mais de donner l'éducation qu'ils veulent à leurs enfants. Et je trouve que là, il y a un peu une confrontation qui est intéressante, dûment étudiée. Moi, je vois tout plein de points positifs. Peut-être que ma première remarque était un peu négative. Moi, je vois tout plein de points positifs à ce projet de loi, notamment contre la lutte contre la haine en ligne. Je trouve ça excellent.
Et sur ce que tu disais, Marc, sur cette fameuse police du culte, ça pour moi c'est un des points de vigilance extrême, et c'est d'ailleurs un des points, effectivement, que tu l'as dit peut-être pour les évangéliques avec le CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, qui a mis ça un peu en avant et qui a dit, finalement, en croyant que la Bible est parole de vérité pour chrétiens évangéliques, finalement, certains pourraient se sentir attaqués de dire je pense certaines choses sur la famille, sur l'éducation, sur la sexualité, mais aussi sur la justice sociale, sur des choses comme ça. Et finalement, j'ai l'impression qu'on veut opposer ça aux principes de la République. Alors déjà, quels sont les principes de la République ? Alors que j'ai l'impression que ce qui est parfois dit dans le message biblique peut rentrer totalement aussi en adéquation avec les principes de la République. Ouais. Donc j'ai un peu de mal avec ça, mais je voulais revenir sur ce point qui pour moi est un point de crainte. Ce que tu dis, Thierry, me semble très important, parce qu'on est au cœur de cette question de la liberté. Liberté de transmettre, liberté d'enseigner, liberté de s'exprimer en tant que tel. Et on voit, et c'est l'inquiétude d'un certain nombre de courants et d'associations aujourd'hui, c'est de dire, mais ce projet de loi, il est en train de restreindre un certain nombre de libertés, fortement. Alors, on ne peut pas nier qu'il faille lutter contre la violence terroriste, on va l'appeler comme ça, qui vient des courants islamiques, qui ne sont pas des courants musulmans. Parce qu'il ne faudrait pas confondre avec la réalité de tous ceux qui croient au nom de Dieu. Je crois que ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais derrière, c'est oui, réprimer la violence, mais si on en va à attaquer des points fondamentaux de la liberté de chacun, voilà, où va être le curseur ? Et au nom de la République et de ses principes, est-ce qu'on peut rétrécir nos libertés ? David, et puis ensuite on va pas tarder à donner la parole à la confession. Depuis le début que je lis ces trucs-là, je fais un parallèle, je pense qu'on est tous un peu obsédés par ça, mais sur cette question d'effet collatéral et de limitation de la liberté, je me suis fait le parallèle avec la question de l'épidémie. On y revient. C'est que en fait, on voit bien que effectivement, on n'a pas besoin de porter tous un masque dans la rue pour le faire, pour que l'épidémie se propage pas. Mais on sait très bien qu'à certains moments, il y a des regroupements qui se font et on n'arrivait pas à les contrôler. Comme on n'arrivait pas à les contrôler, on a généralisé une interdiction plus globale. Et ce que je me dis, c'est que là, on fait une loi, effectivement, qui, prise de façon générale, est très limitante, alors que dans la plupart des cas, tout va bien. Il y a rarement des appels au meurtre dans les églises ou dans les synagogues. Et il y en a rarement d'ailleurs dans les mosquées aussi. Mais il y en a dans certaines mosquées. Et le problème, c'est comment est-ce qu'on agit sans faire un flicage, une mise sur écoute de chaque citoyen. Comment on arrive à agir sans créer une loi qui, effectivement, a des effets collatéraux limitants. Alors après, on peut les mettre en symbole en disant qu'on on est en train de se cloisonner légalement et tout ça, mais d'une certaine façon, moi j'ai un peu tendance à penser quand même qu'une loi, c'est un cadre qui a tout un arsenal policier et juridique pour mettre en œuvre ce cadre. Simplement, le cadre prévoit de pouvoir poursuivre des gens s'ils le font. Ça ne veut pas dire par exemple, que pour la scolarisation, tout va être impossible. Ça ne veut pas dire que tous les prêches de toutes les églises, de toutes les mosquées, de tous les trucs vont être enregistrés, traduits, parce qu'il y a aussi la question de la langue qui se pose. Voilà, je pense que, effectivement, on peut fantasmer un petit peu sur l'idée qu'on est en train d'interdire tout, mais d'une certaine façon, on est en train de créer des lois cadres qui vont permettre de poursuivre et de tuer dans l'œuf, je dirais, ces tiges radicales qui... ces racines qui en même temps, menacent. David, c'est d'avoir cette vigilance-là. J'entends ce que tu dis, mais ça veut dire que il faut que l'on soit très vigilant sur la mise en œuvre, l'application, pour qu'il n'y ait pas de dérive et que la sacro-sainte liberté constitutionnelle soit respectée. Oui. Les écarts sont pas Est-ce qu'on simples. peut se demander aussi, est-ce que notre arsenal actuel, en termes de cadre, David, n'est pas suffisant ? Puisque jusqu'à présent, ils ont pu, par exemple, dissoudre deux associations, je crois. Ils ont fermé des mosquées. Donc, le trouble à l'ordre public, qui est... OK ? Donc, j'ai le droit de penser ce que je veux, peut-être dans l'idéal, mais tant que je ne trouble pas l'ordre public et l'ordre républicain, foutez-moi la paix, quoi. Laissez-moi penser, laissez-moi enseigner les enfants. On peut se demander si, du coup, le cadre actuel, n'est pas suffisant, quoi. Ce que je me dis, c'est qu'ils ont créé un cadre, surtout, qui crée une pression sur les mosquées elles-mêmes pour faire leur ménage.
puisqu'on a vu que, par exemple, si une personne a eu des propos problématiques dans une mosquée, toute la mosquée peut en faire les frais. Et du coup, David, pardon, je te coupe. Est-ce que on peut peut-être se demander, quelque part, alors ça va être l'opposé de la question à ne pas poser que je vais poser tout à l'heure quand même sur la table, est-ce que cette loi, quelque part, je suis un peu provoque, pourrait pas aider eux-mêmes, les musulmans, à traiter le problème islamiste en France, puisqu'en France, nous ne sommes pas dans un pays dans lequel l'islam est religion d'État, ce qui n'est pas très confortable, je suppose, pour ceux qui aimeraient vraiment vivre selon tous les préceptes de l'islam. Moi, ça, j'envisage tout à fait. En France, c'est pas super confort, puisque dans ce cadre-là, est-ce que du coup, ça ne peut pas les aider eux-mêmes à faire un peu le ménage, entre guillemets, chez eux voilà, même si... C'est certainement l'aspiration, comme l'aspiration de la charte sur les principes de l'islam. Pression, disait David. Est-ce que ça va être rendu possible par rapport à tout le soubassement des réalités des familles islamiques en France, avec toutes les contraintes et les liens avec l'étranger? Il ne faut pas se faire d'illusions. Voilà, je crois que derrière, il y a une attention tout à fait louable. Qu'en sera-t-il dans la mise en œuvre dans l'avenir? Éclairage. Plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. La confession. Eh bien, nous avons commencé par parler de l'avant-propos et du préambule de cette loi. Et je ne sais pas pourquoi cette lecture a dû nous attirer. Et moi, les premières lignes, les premières phrases m'ont particulièrement marqué. Puisqu'il est dit, et je cite là, le texte de loi, plutôt l'avant-propos, « Notre République est notre bien commun ». Et un peu plus loin, elle ne représente pas une simple modalité d'organisation des pouvoirs, elle est un projet. Et elle vit par l'ambition que chacun des Français désire lui donner. Eh bien, moi, j'aime les déclarations de principe. Je sais que certains disent non, c'est de la théorie, c'est du concept, l'organisation, l'opérationnel, du concret, s'il vous plaît. Moi, j'aime les déclarations de principe parce que je crois que toute action est précédée en réalité d'une conception et de valeurs. Et je préfère qu'on les dise et qu'on les explicite. Donc, c'est avec joie que je me suis mis à lire ce texte, ce projet de loi. Avec joie? Avec joie. Quand je vois un tel projet, moi, j'y vais. On me parle de la République, je suis moi-même au service de la République, donc j'aime cela. Voilà. Et puis, il va falloir que je vous confesse quelques bonnes et mauvaises pensées. J'ai trouvé 3 choses dans ce texte, ce projet de loi. D'une part, j'ai trouvé un certain nombre d'articles, et je vais vous dire simplement, je ne les ai pas compris. Certains articles, je les ai relus 2, 3, 4 fois. Pourtant, Anita a une intelligence supérieure, puisqu'elle est au service de la collectivité. Alors, je ne sais si c'est un critère, mais je vais le prendre quand même en tant que tel. Oui, voilà, je suis un peu habitué à lire des textes de loi, les mettre en œuvre. Eh bien, sincèrement, il y a certains articles, je n'ai rien compris. Alors, heureusement qu'il y a des explications de droite et de gauche. Donc, je confesse déjà mes limites intellectuelles, mais cela m'inquiète un tantinet, non pas sur mes propres limites, mais puisque nul n'est censé méconnaître la loi, eh bien, on peut la connaître et pourtant ne pas la comprendre. Ceci dit, voilà, premier constat, première confession. Et puis, il y a eu une série d'articles qui, je dois l'avouer, m'ont bien plu. Oui, tous ceux qui concernent la dignité de la femme, la protection de la famille, tout ce qui va éviter les mariages forcés. Donc, tout cela m'a bien plu. Est-ce que c'est un petit relent aussi de féministe, mais bien placé quand même? Peut-être que je peux le confesser. Mais tout d'un coup, je me suis quand même interrogée sur l'application réelle. Franchement, même si des médecins n'ont plus le droit de faire de certificat de virginité, vous ne croyez pas qu'il y aura toujours des personnes qui vont pouvoir en faire d'une façon ou d'une autre? Point d'interrogation. Troisième point, troisième confession à faire, c'est que je commence à découvrir en lisant ce projet de loi des textes qui commencent à m'inquiéter. On parle de réorganiser les cultes. De quoi le législateur veut s'occuper de l'organisation du culte auquel je participe tous les dimanches? Point d'interrogation. Il est question de garantir la transparence des conditions d'exercice du culte. Certes, il y a des situations extrêmes, mais j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt transparent. Bon. Il s'agit d'établir un contrat d'engagement républicain. Oui, l'annonce est belle. Mais il y a déjà des contrats existants lorsque l'État donne des subventions à une association. Pourquoi les associations cultuelles devraient-elles tout d'un coup donner davantage prouver leur implication plus forte que des associations qui ne seraient pas cultuelles? Pourquoi les associations cultuelles seraient-elles plus dangereuses que les associations loi 1901?
Et puis, j'entends que le préfet de police peuvent effectivement intervenir, comme nous venons de l'évoquer, dans des lieux de culte, et peut intervenir. Oh! Et je vois que l'on démultiplie un certain nombre de possibilités de sanctions en plus de l'existant. Alors là, je dois avouer que je commence à m'inquiéter un tantinet. Il faut le reconnaître. Entre l'objectif de prévention, de répression, et puis, d'autre part, une atteinte à la liberté de conscience et au libre exercice des cultes, là, je confesse mon inquiétude. Et tout d'un coup, bien que, effectivement, nous venons de l'évoquer, l'objectif de la République, c'est de limiter ce qu'il est appelé l'entrisme communautaire. Et oui, j'adhère à cela, je suis d'accord avec ce point de vue-là. Mais en même temps, en lisant ce projet de loi, une image s'impose à moi, et c'est celle d'un bulldozer. Nous avons actuellement sur les chaînes une publicité pour une compagnie d'assurance quelconque qui présente le thème suivant. Une famille est installée dans sa maison. Tout va très bien. Et tout d'un coup, il y a des vibrations, des objets tombent et les baies vitrées se cassent. Et la famille sort et on découvre là que c'est le fils aîné qui est en train de tondre la pelouse sur une espèce de tondeuse tracteur, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et la maman, très gentiment, très calmement, dit « Ah, déjà, dès qu'il était tout petit, il avait tendance à dépasser. » Eh bien, je pense que là, le législateur est en train de dépasser dans son dessein. Et que, oui, nous étions en train de cibler un véritable problème que nous avons en France, mais en réalité, c'est l'ensemble des communautés religieuses qui sont impactées. Et je m'interroge, je me dis, est-ce que la République se rend compte de ce qu'elle est en train de faire ? Est-ce qu'en voulant utiliser, excusez-moi de l'image, mais un fusil, elle n'est pas en train d'utiliser un canon ? Et est-ce que ces fameux dommages collatéraux, dont on va nous dire « mais vous n'avez strictement rien à craindre si vous faites tout très bien », bien sûr, mais rien ne nous dit que demain l'interprétation de ce texte de loi ne prendra pas une autre tournure. Et puis je m'interroge sur ce souci de vouloir séparer le cultuel de l'autre action, de toute action sociale, de toute action secondaire qui peut être faite dans le cadre d'un culte. C'est quoi une organisation cultuelle ? Bien sûr, elle est définie par la loi. Mais en réalité, tout homme, toute femme qui a une foi quelconque, même s'il ne le dit pas, agit en fonction de cette foi. Toute personne qui a une spiritualité et des valeurs va agir dans la société aussi en fonction de ces valeurs. Est-ce que nous pouvons décemment séparer le tout ? Est-ce que nous pouvons mettre dans une case la pratique cultuelle, la pratique religieuse ? Que pouvons-nous penser d'un Martin Luther King ? Que pouvons-nous penser du créateur de la Croix-Rouge ? Que pouvons-nous penser du créateur de l'Armée du Salut ? Tous des hommes, et il y a plein de femmes aussi, mais qui sont souvent moins connues, qui ont, du fait de leur foi, créé de l'action sociale, sont allés aider les pauvres, sont allés faire de l'éducation. Souvent, les grandes œuvres que nous avons en France ont été des œuvres qui ont été créées par des chrétiens engagés, parce que justement, ils ont mêlé à la fois leur foi et l'action. Donc, je fais une confession, je fais un rêve comme certains l'ont fait, je rêve que la République dise « Nous reconnaissons que l'être humain est un être spirituel, qu'il a besoin de pain, qu'il a besoin d'un toit, qu'il a besoin de protection, mais nous déclarons qu'il a besoin également de spiritualité et nous encourageons à la spiritualité dans notre société. Et voici mon rêve et ma confession. » Merci Anita, on va quasiment enchaîner tout de suite sur la question à ne pas poser. Enfin, on peut quand même dire, au-delà d'une confession, c'est une véritable prédication que tu nous as fait, Anita. Ou une déclaration. Tu ne le sais pas, mais tu es prophétique, certainement. Marc, je me posais juste la question, est-ce que la tentation de l'entrisme, donc le fait d'avoir une tendance à se retrouver avec des gens qui nous ressemblent, que ce soit au niveau hobby, que ce soit au niveau religieux, que ce soit au niveau culturel, n'est pas un phénomène purement humain? Est-ce que c'est pas illusoire de lutter contre la tentation de l'entrisme? Enfin, je suis désolé, moi je pense que c'est mort-né. Ça. Je ne parle pas maintenant du côté forcément religieux, avec les extrêmes du projet éventuellement d'inspiration religieuse. Je parle de cette tendance d'entrisme. Les Juifs aussi sont hyper en termes d'entrisme. Pourtant, j'ai pas peur d'eux. Enfin, je sais pas où, je devrais peut-être. Je crois qu'on peut dire aussi que tout ce que tu as relevé en termes de confession, Anita, sont des points essentiels qui posent la question clé que beaucoup se posent. Est-ce qu'il y est nécessaire d'avoir cette loi ? Et
qu'est-ce que veut cette loi, si ce n'est ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être de donner un cadre possible de répression plus important que ce qui existe aujourd'hui. David ? Moi, la question que je me pose, c'est d'un point de vue pratique, parce qu'effectivement, théoriquement, on peut effectivement beaucoup craindre, imaginer, mais finalement, ça reste un peu théorique. Mais sur le plan pratique, par exemple, sur la question de la scolarisation, je ne sais pas en quoi ça gêne vraiment. Ça va vraiment gêner les communautés et les gens qui faisaient de la scolarisation à domicile. Est-ce qu'elles vont plus pouvoir le faire ? Est-ce qu'elles vont devoir remplir un papier avant ? Je ne sais pas. Finalement, là, on est en train de se dire, mais... on se mobilise sur des choses, mais on ne sait pas très bien, finalement, est-ce que ça nous empêche ou est-ce que ça permettra juste d'empêcher à ceux dont on saura qu'ils ne font pas une éducation correcte de leurs enfants et qui sont en train de les endoctriner dans des espèces de lieux là, de remplissage de cerveau. En même temps, David, on est bien là au cœur aussi d'une lutte contre une forme de communautarisme très fort qui s'étend. C'est ça qui inquiète la République. Et je comprends combien elle peut être inquiète là-dessus. C'est que si, finalement, l'éducation est au cœur de la communauté, sans référence à d'autres valeurs, et en particulier celle de la République dans la nation française, ça pose des questions et je comprends qu'il faille vigilance. Ouais. Mais on n'est même plus dans le communautarisme en disant, voilà, il y a des gens qui sont un petit peu, qui ont leur propre culture, qui font leur truc, qui vivent entre eux. C'est pas ça. C'est qu'on est en train d'adresser des usines à radicaux, quoi. Des gens où les enfants n'apprennent plus que le Coran et plus rien d'autre, quoi. Excellente transition. Éclairage. La question à ne pas poser. Fuyez, pauvre fou! La question à ne pas poser, cette fois-ci, c'est moi qui m'y colle. La question est la suivante. Est-ce que ce projet de loi est une discrimination de plus vis-à-vis des musulmans ? Est-ce que ce projet de loi est une discrimination de plus vis-à-vis des musulmans ? Pourquoi je nous pose la question ? Eh bien, parce que certains articles dans certains journaux le disent carrément qu'il faut arrêter. En termes de stigmatisation, de discrimination, et certainement parce que je pense, et là j'en sais rien, je ne suis pas musulman moi-même, que peut-être si j'étais de confession musulmane, j'aurais peut-être tendance à me trouver pointé du doigt ou discriminé une fois de plus. Allez, très flash cette fois-ci, puisque nous sommes très performants aujourd'hui. Thierry, réaction à chaud par rapport à ma question ? Oui, non, je ne sais pas. Effectivement, tu te dis, alors on n'est pas musulmans nous-mêmes, donc c'est effectivement un peu difficile de se mettre à cette place-là. Mais oui, effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'ils peuvent penser et ressentir, et je le comprendrais totalement aussi. Et voilà, j'ai du mal un peu à réagir à chaud à cette question, mais je comprendrais très largement qu'une personne de confession musulmane se dise, tiens, il y a encore quelque chose, parce qu'il y a autour de ça toutes des stigmatisations, etc., des clichés qui peuvent être aussi mis un peu là-dedans. Donc voilà, j'ai un peu de mal à réagir à chaud, pour être tout à fait honnête. Tu as le droit. Ok, allez, on va faire un petit tour de table. David. Donc, c'est vrai que moi, je me suis fait la même réflexion aussi. Ça serait quand même bien d'avoir discuté avec des musulmans et plusieurs musulmans pour vraiment parler à leur place, quoi. C'est sûr que là, on fait un petit peu de la... je trouve pas le mot. Donc, stigmatisation ou discrimination. Je pense justement que la loi a dû être obligée de ne pas faire de discrimination et donc d'étendre la loi à tout le monde, sachant très bien, et elle le dit quand même au moins assez clairement. Dans le préambule, elle le dit. Elle le dit clairement. Essentiellement d'inspiration islamiste. C'est ça. Donc, elle montre le problème. Et ça, je pense que c'est quand même louable plutôt que de faire du truc. Et voilà. Mais effectivement, c'est une forme de stigmatisation dans la communauté musulmane. Mais je pense qu'aucun musulman, j'aimerais bien en discuter, mais aucun musulman ne peut dire aussi qu'il n'y a pas un problème. Il n'y a eu aucun attentat de ce genre en dehors de cette religion, enfin de cette religion. Et donc, oui, effectivement, je pense que ce qui va être de la discrimination, pour l'instant, ça n'est pas de la discrimination, je pense. Ok, très bien. Merci David. Anita et ensuite Marc. Je pense que la porte d'entrée, oui, cible effectivement un certain type d'islamisme, donc c'est discriminant sous cet angle-là. Mais en réalité, la loi en elle-même, justement, a essayé de balayer cela, d'où cet effet bulldozer que j'ai évoqué lors de ma confession. Donc, dans les textes de loi, ça n'est pas spécialement l'islam qui est visé. À part certains points, comme le certificat de virginité, voilà, par exemple. Ok, merci. Je ne vais pas être très original, et Anita l'a très bien dit dans la confession, c'est que l'évolution
l'évolution même du processus d'élaboration de la loi, a voulu généraliser à toutes les religions quelque chose qui, au départ, n'était concentré que sur l'islam. Pour justement, alors ça n'empêche pas le préambule. Au départ, notamment le discours aux Mureaux que David a rappelé tout à l'heure dans les faits que nous avons lu à plusieurs fois. En même temps, au cœur même de l'islam, d'où l'objectif de la charte des principes, qui est difficile à élaborer, c'est de dire, au cœur de l'islam, on ne peut pas continuer comme ça, à accepter qu'au nom de l'islam, certains tuent, famille d'ailleurs aussi de musulmans parfois, et que ça, il va falloir qu'on mette des règles, qu'on mette un peu d'ordre à l'intérieur même de notre manière de vivre l'islam. Voilà, donc ségrégation, non, je crois que effectivement, il y a aussi une attente des musulmans qui sont aujourd'hui des citoyens français pour dire comment on va arrêter la stigmatisation liée aux actes qui sont posés par les extrémistes terroristes. Ok, et alors me concernant, ben oui, je peux comprendre le sentiment à un moment donné de on est de nouveau sur le devant de l'actualité entre guillemets, et en même temps je me dis ben oui, donc faites en sorte que ça ne soit plus le cas. David, puis ensuite on passe à Jésus revient. Ouais. Je me disais une chose, c'est que effectivement il y a des risques de discrimination, mais sans cette loi il y a aussi des risques de discrimination. C'est-à-dire que si les musulmans doivent faire le ménage et dire cela ne doivent plus parler, tout ça, d'une certaine façon ils sont obligés de faire des choix qui ne sont pas portés par la loi et qui ne sont pas encadrés par la loi. Et donc moi j'étais aussi un petit peu du même avis que toi, c'est que la loi a quand même peut-être un but, c'est d'aider quand même les musulmans à arriver à mettre en place des pratiques de contrôle interne le maximum c'est-à-dire par exemple de pouvoir exclure une personne d'une association parce qu'elle a des propos qui sont problématiques vis-à-vis de la loi. Sans la loi, c'est difficile, sans attenter à la liberté d'expression. À voir comment interpréter les difficultés actuelles de signature de certaines des organisations de la charte, quand même, puisque du coup, là, ça pose quand même, enfin là, c'est mon opinion, la question de, on dit la solubilité, non, le caractère soluble de certains aspects d'une religion dans un pays laïque comme le nôtre, évidemment. Ailleurs, ça serait plus confortable. Jésus revient. Je sais, David, c'est la deuxième fois qu'on te prévient. Jésus revient. Éclairage, plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. Jésus revient. Allez, Jésus revient, et même pour les catholiques. Alors, ouais, je rigole tout seul, c'est vraiment n'importe quoi. Macron a dit, il n'y a rien au-dessus de l'homme. Récemment. Ok, alors moi je me pose la question par rapport à cette partie Jésus revient, de la relation entre le temporel et le spirituel. Nous qui représentons ici plutôt des courants donc chrétiens, évangéliques, catholiques, protestants, globalement à peu près autour de cette table, comment nous on gère chez nous le rapport du temporel au spirituel? On a quelques instants sur ce sujet-là, puisque c'est un peu la question qui est posée, La soumission du religieux, donc du coup, à la loi ou aux principes de la République. Est-ce que nous, par exemple, nous, églises chrétiennes, catholiques, protestantes, comment on gère aujourd'hui ce rapport du spirituel au temporel? Parce que nous aussi, nous sommes passés par des périodes où l'Église avait des velléités théocratiques et politiques, non? Philippe, c'est intéressant. Pas juste des velléités, d'ailleurs. C'est intéressant. Mais aujourd'hui, Marc. Je ne sais pas si c'est au cœur de notre moment, Jésus revient, mais ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est que, merci. Effectivement, au moins pour les chrétiens, il n'y a plus de volonté temporelle, si ce n'est ce que disait Anita, de servir le monde, oui, donc on et de des servir valeurs, les plus pauvres. Okay. Mais de dominer et d'avoir l'autorité et le pouvoir de décision, ça n'existe plus en tant que tel. Pour autant, et je crois que c'est un des enjeux des principes de la République, c'est que les principes de notre République, qui se basent sur la laïcité, sont aussi très fortement ancrés dans notre histoire judéo-chrétienne, dans les valeurs et les fondements nés de l'Évangile. Et je crois que c'est un des points de crispation et de difficulté par rapport à d'autres manières de penser et d'autres types de références. Mais c'est un enjeu mondial, me semble-t-il, parce que c'est aussi, et en particulier avec l'expansion de la Chine, de redire, mais vos valeurs, nées d'une culture, etc., que vous avez imposées au monde, il est peut-être temps d'arrêter.
On est en plein dedans là, mais c'est pas le sujet. Hein. La pression est forte, la pression est très très forte par rapport aux valeurs judéo-chrétiennes, le règne de patriarcal de l'homme blanc, hétérosexuel, etc. Aux États-Unis, c'est violent. Thierry, peut-être, ça fait longtemps que je t'ai pas entendu. Moi, ça me pousse en fait à réaffirmer qu'il y a une adéquation tout à fait possible entre ma foi et ces fameux principes de la République. Tant que ça ne vient pas, comme c'est à la mode, troubler l'ordre public, moi, ça me pousse en fait à réaffirmer le fait que cette identité chrétienne, pour moi, je n'ai aucun souci à dire que c'est le plus important pour moi. Je ne vais pas écraser l'homme et mettre Dieu tout en haut. Je mets Dieu tout en haut, mais je pense que c'est tout à fait compatible. On parlait avant de la République dite sociale et de cette foi en action. Mais moi, ça me pousse en fait à continuer à parler de ma foi, à continuer à pratiquer le culte que je pratique. Et je me mets cette limite que tant que ça ne va pas déranger l'autre, déranger mon voisin, déranger mon frère, mon cousin, ma famille, moi, ça ne me pose pas de souci, mais moi, ça me pousse vraiment à le réaffirmer. Alors, je ne vais pas le marteler à toutes les sauces et chaque seconde, mais moi, ça me donne cet élan là-dedans et ça me conforte dans mes principes spirituels qui ne sont pour moi pas à l'encontre des principes républicains. Merci pour ce ton personnel aussi. J'apprécie Thierry. On termine ce tour de table. Moi, j'ai tendance à penser que David. quand même, je ne suis pas sûr qu'on n'a plus la volonté d'avoir une autre religion qui se développe, qui prend le contrôle de la société. Je pense que juste on n'en a plus l'espoir parce que je pense que l'Église s'est soumise. Et avec beaucoup de résistance au début du XXe siècle au fait que la République devenait laïque et qu'elle n'avait plus l'influence qu'elle avait avant. Et donc je pense que nous sommes les héritiers un siècle plus tard d'une religion qui a intégré dans sa représentation, dans ses symboles, dans sa réflexion et tout ça, cette idée de soumission à la République. Donc bien sûr, maintenant, nous, on retraduit tout, on lit les évangiles à la lumière de cette soumission-là. Mais je veux dire, si on était né 200 ans plus tôt et qu'on était dans un monde colonialiste et avec une suprématie du christianisme, on aurait eu un autre discours. Simplement, donc là, maintenant, la République a affirmé que les religions doivent se soumettre à la République et que le fait de ne pas s'y soumettre était un danger. Et ça, on en a vécu quand même. Les guerres de religion ont montré que le fait de ne pas vouloir accepter que la République était laïque posait des problèmes et des guerres. Et aussi, je crois même qu'on est arrivé à une étape où on se rend compte quand même que peut-être que notre foi est encore plus belle si elle n'a pas besoin de s'empêtrer dans les questions temporelles. Ok, on termine avec Anita et ensuite les synthèses chrono. Eh bien, je crois qu'en réalité, s'il y a bien quelque chose au-dessus de l'homme et qu'il y a bien un Dieu créateur auquel nous serons tous appelés à rendre des comptes, aussi bien les nations que les individus. Voilà, simplement ce que je découvre, le Dieu que je sers est celui de la Bible. Et dans la Bible, il y a effectivement une séparation des pouvoirs entre le temporel et le spirituel. Et on est plutôt à être appelé à être serviteur de la société pour pouvoir se mettre au service des autres, des plus pauvres, et à respecter les autorités. Mais si un jour l'autorité me dit des choses qui vont à l'encontre de ma foi, je verrai bien ce que je fais à ce moment-là. Et pour ma part, avant qu'on fasse les synthèses, je ferai la différence entre éventuellement ce qui est de l'ordre de la religion et ce qui est du message originel de Jésus qui dit lui-même « Mon royaume n'est pas de ce monde, je ne suis pas venu renverser à son époque le colonialiste romain, et que la révolution se fait d'abord dans les cœurs. » Donc, la Bible dit que vous n'êtes pas d'abord citoyen du monde, vous êtes citoyen des cieux. Donc, les révolutions ne sont pas amenées là. En tout cas, si je prends les paroles du Christ. On passe aux synthèses. Ce serait une longue discussion et échange théologique. Je vois des regards de David d'abord. Je me suis dit, ok, mais Marc à ma droite, waouh. Allez, on termine, 43 minutes 47. Dernier tour de table, hyper flash. Qu'est-ce que j'ai envie de dire pour quitter qui veut commencer? On le fait dans un ordre. Allez, Thierry. Deux choses très rapidement. La laïcité française n'est pas une opinion, mais justement la liberté d'en avoir une. C'est Nicolas Cadenne, le directeur de l'Observatoire de la laïcité, qui le dit. Ça, c'est mon premier point sur lequel je souhaitais revenir. Et juste le deuxième, c'est que je pense qu'il ne faut pas tomber dans un discours de persécution ultime, etc., mais sans non plus prendre ce qui se passe comme un épiphénomène et juste avoir un juste regard sur ce qui se passe et faire attention. David.
Moi, je pense que cette loi était nécessaire, j'ai l'impression. C'est le sentiment, c'est qu'il faut mettre des messages clairs. Et j'espère qu'on arrivera tous ensemble, nous, non-musulmans et les musulmans, à arriver à arracher ces racines radicales qui nous menacent vraiment. Wow, Anita. Bien, je crois effectivement que pour une fois, il n'y a pas eu de langue de bois du côté du législateur et c'est très bien qu'on ait pu cibler un problème réel de nos sociétés. Je suis moyennement convaincu sur la mise en œuvre, car est-ce que nous pourrons vraiment suivre tout cela ? Et en même temps, je crains pour l'avenir en me disant, en fonction des opinions du moment, est-ce qu'un jour les autres religions ne seront pas non plus embêtées ? Et Marc. Pour moi, l'objectif d'une loi, c'est de nous aider à vivre ensemble et donc à assurer une certaine paix sociale, une certaine concorde et une certaine reconnaissance des uns et des autres. Ce que j'espère, c'est dans l'élaboration même du vote de cette loi-là, on ne parte pas sur des débats qui seraient finalement une non-acceptation de l'autre. Voilà. Pour moi, le souci, c'est de dire une loi, elle doit fonder la paix, elle doit construire cette paix-là. J'espère qu'elle le sera, je n'en suis pas convaincu. Philippe, eh bien moi je suis plutôt sceptique et inquiet par rapport à ce projet de loi, et plutôt inquiet non pas par rapport à cette loi, mais par rapport au fait que je pense que c'est un épiphénomène qui échappe peut-être même aux auteurs de cette loi, dans une dimension plus géostratégique où je vois l'avènement peu à peu qui se construit d'un nouveau totalitarisme mondial. Mais heureusement que notre perspective, ce sont les cieux alors. Voilà. Eh bien Enfin, c'est ainsi que nous terminons cette émission. L'équipe au complet est masquée. Yes, à très bientôt. On dit au revoir à notre audience. Alors, Au revoir l'audience. et à bientôt pour une prochaine émission.